Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire où nous allons parler de la flotte soviétique et plus précisément de la flotte de surface avec les porte-avions. Alors oui, je sais, ce ne sont pas des vrais porte-avions, ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Nous allons repartir de l'ère stalinienne jusqu'à nos jours pour comprendre la vision stratégique de la Russie en matière d'aéronavale. Allez, c'est parti. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La marine soviétique émerge de ce conflit avec une flotte usée et peu nombreuse. Elle possède 241 sous-marins qui sont très peu performants, 3 cuirassés, 7 croiseurs lourds et 2 autres légers, une quarantaine de destroyers et une vingtaine de frégates. Ainsi, en septembre 1945, le plan de la marine est de se doter d'une toute nouvelle panoplie de grands bâtiments de surface, dans une dizaine de croiseurs de bataille d'une nouvelle classe appelée les Stalingrad. Ces derniers doivent servir à refouler les grandes unités adverses, à accompagner les croiseurs légers soviétiques et à protéger le futur porte-avions, dont le développement est d'ailleurs sans cesse repoussé. Les deux premières unités sont mises sur cale en 1951, après que Staline ait imposé son point de vue à la marine. Les travaux seront toutefois rapidement écourtés, leur construction étant purement et simplement abandonnée dès la mort de celui-ci en 1953. Au final, si l'on accepte la mise en place d'un ambitieux programme de production de sous-marins, le seul grand projet initié est celui concernant les croiseurs de classe Sverdlov, qui doivent venir combler la demande en grands bâtiments. Mais alors que l'époque voit le passage du canon au missile dans toutes les grandes flottes du monde, les Sverdlov restent des croiseurs conventionnels, derniers d'ailleurs produits par l'URSS. Armés de 12 canons de 152 mm en tourelle triple, 12 canons de 100 mm et 16 tubes de 37 mm. Ils vont ainsi faire l'impasse sur les missiles anti-navires ou anti-aériens. Malgré tout, Staline les trouve particulièrement adaptés au rôle qu'il pense leur confier, et il commente la construction de 38 unités à la marine. Beaucoup d'officiers généraux considèrent que ces croiseurs sont technologiquement dépassés et inutiles d'un point de vue stratégique, et que l'argent investi pourrait être mieux employé dans des bâtiments plus petits, armés de missiles ou dans des sous-marins plus modernes. Khrouchtchev s'impose à la tête du pays en 1955, et dès l'année suivante, l'amiral Kuznetsov, qui était commandant en chef des forces navales depuis 1939, cède sa place à Sergei Korkov. Une fois amiral de la flotte, ce dernier va la diriger jusqu'en 1985, autant dire qu'il va quasiment la façonner de ses mains et selon sa propre vision stratégique. Alors que le couple Staline-Kuznetsov cherchait à mettre sur pied une flotte de surface conventionnelle afin de protéger les côtes russes, le couple Khrouchtchev-Korkov va s'atteler à dissuader l'OTAN d'une attaque par une stratégie plus agressive tournée vers l'extérieur. Pour cela, il propose d'investir massivement dans la création d'une force navale hauturière et sous-marine, capable de s'aventurer loin en Atlantique et dans le Pacifique, pour menacer les États-Unis du feu nucléaire. Pour cela, pas de demi-mesure, il fait envoyer à la casse les croiseurs et cuirassés complètement obsolètes et hérités de son prédécesseur. Ainsi, dès sa prise de pouvoir, Khrouchtchev met un terme à plusieurs programmes, dont celui des croiseurs Sverdlov. Les 14 premières unités déjà construites entreront en service comme bâtiments de commandement et plateformes d'appui-feu pour des opérations amphibies. Korkov se fait allouer des budgets nécessaires à la construction de nombreux sous-marins modernes et à la construction d'une aéronavale digne de ce nom, et elle a reformé une infanterie de marine aisément projetable. Il aimerait bien pouvoir développer enfin une classe de porte-avions, mais les bureaux d'études et l'industrie navale soviétique sont encore loin d'écaler leurs homologues américains. Ainsi, de 1954 à 1958, la marine soviétique va se doter de bâtiments d'une taille raisonnable, mais très moderne, avec de très nombreux sous-marins, dont beaucoup à propulsion nucléaire. Cette politique de montée en puissance va apporter rapidement ses fruits jusqu'en 1958. La marine de guerre de l'Union soviétique se retrouve ainsi au deuxième rang mondial, juste derrière les USA. Et là, vous allez me dire, bon, c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce que tu nous parles enfin des porte-avions ? Eh ben, soyez patient, jeune padawan, je vais y arriver. Cet enfant n'a aucune patience. Il apprendra la patience. Un événement majeur va avoir lieu en 1962 avec la crise des missiles de Cuba. Je vais pas vous refaire toute l'histoire, vous la connaissez, mais elle démontre que la flotte de surface soviétique est encore incapable de mener une action outre-mer de grande ampleur. Aussitôt après cet échec, les programmes militaires soviétiques sont accélérés afin de combler le fossé technologique et numérique avec l'OTAN. Pour la marine, l'objectif est double: aligner rapidement autant de missiles que les Américains et lancer dès que possible ces unités à travers les océans du globe pour des croisières au long cours. Il n'est plus question maintenant de produire des navires axés seulement sur la lutte anti-surface, mais des croiseurs tout aussi bien armés contre les menaces sous-marines. Ainsi, les soviétiques produisent à la même époque, entre 1962 et 1969, deux exemplaires d'un nouveau type de bâtiment, le porte-hélicoptère Moskova. Officiellement, ce sont des croiseurs de lutte anti-sous-marine, mais personne ne s'y trompe.
Les Moskva sont bien un galop d'essai en vue de produire à terme de véritables porte-avions. Ces bâtiments sont conçus pour traquer à proximité des côtes soviétiques les CNLE américains porteurs de missiles nucléaires. Le Moskva et le Leningrad, respectivement commissionnés en 67 et 69, ils embarquent jusqu'à 18 hélicoptères Kamov Ka-25, ainsi qu'une vaste panoplie de missiles, 48 engins anti-sous-marins et 96 SAN-3 gobelets. Toutefois, ces étranges bâtiments arrivent trop tard et en trop petit nombre pour avoir une quelconque efficacité, puisqu'à la fin des années 60, l'US Navy possède déjà une quarantaine de CNLE. De plus, depuis 1964, ces derniers sont armés d'une version améliorée du missile balistique Polaris A3, à la portée impressionnante de 4600 km. Face à cela, que peuvent de Moskva et leurs hélicoptères au rayon d'action limité à 450 km maximum? Malgré tout, cela aura servi de test avant la conception de nouveaux navires. Au pouvoir depuis 1964, le dirigeant soviétique Leonid Brejnev donne à la marine une feuille de route ambitieuse, rattraper l'US Navy en nombre d'unités et en technologie et assurer une présence continue sur tous les océans. L'objectif principal est de gagner en influence auprès des pays du tiers-monde, principalement l'Afrique et en Asie. Pour Brejnev, comme pour Korkov, cela doit passer par une nouvelle génération de bâtiments de surface, dont de vrais porte-avions. La décision prise au plus haut niveau de l'État est de lancer la construction du Project 1143, ou la classe Kiev pour l'OTAN qui date probablement de 1965. Construit en mer Noire à partir de 1970, le premier exemplaire est livré en 1975 à la flotte du Nord. Officiellement, ce n'est d'ailleurs pas un vrai porte-avions, mais un croiseur lourd porte-aéronef. À bien des égards, il ne ressemble pas du tout au porte-avions de l'US Navy. En effet, le Kiev est conçu pour assurer sa propre protection anti-navire, anti-aérienne et anti-sous-marine, et pour fournir un appui aéronaval aux sous-marins, ainsi qu'aux grandes unités de surface de la flotte soviétique. C'est pourquoi sa plage avant est entièrement dévolue à de nombreux systèmes lance-missiles SAN-3 et SAN-4 anti-aériens, SSN-12 anti-navire et lance-roquettes multiples, etc. Cependant, si le Kiev possède bien un pont oblique à bâbord de son imposant îlot, il ne peut y faire décoller et apponter que des hélicoptères et des appareils VSTOL, ou à décollage et atterrissage courts ou verticaux, car la piste ne possède ni catapulte ni brin d'arrêt, des technologies occidentales que les Russes n'ont pas encore maîtrisées, d'où un groupe aérien uniquement constitué de 12 Yakolov Yak-38M et de 20 hélicoptères Kamov Ka-25. Unique chasseur embarqué soviétique à décollage vertical, le Yak-38 a été conçu pour ne pas laisser aux Américains et aux Européens prendre de l'avance sur ce domaine. Cependant, il est loin de donner satisfaction à cause d'une trop faible capacité d'emport en bombes et missiles ainsi qu'un rayon limité à 600 km. De plus, ce Kiev ne peut faire décoller que 6 Yak-38 à la fois. Toutefois, cette aviation embarquée n'est qu'un des vecteurs d'attaque du porte-aéronef, qui compte surtout sur ses missiles SSN-12. Tout cela interdit au Kiev de jouer un rôle de tueur de porte-avions, car ils sont clairement inférieurs aux supercarrières de l'US Navy. À la place, ils montrent le pavillon et symbolisent la puissance soviétique à travers le monde en temps de paix, et peuvent, surtout en cas de guerre, faire basculer par leur seule présence les rapports de force sur un théâtre maritime local à un moment donné. Ainsi, en mai 1970, l'exercice naval soviétique Océan 70 mobilise 80 sous-marins, dont 15 nucléaires, 84 bâtiments de surface et 45 navires auxiliaires. Cette gigantesque démonstration de force s'achève toutefois sur des résultats ambigus. Certes, elle prouve au monde entier que l'URSS est maintenant une puissance navale, pouvant rivaliser avec les États-Unis. Mais le détail des 31 manœuvres tactiques effectuées révèle que la marine soviétique manque encore cruellement de grands escorteurs océaniques, ainsi que de navires de combat ayant les capacités de commandement suffisantes pour gérer toutes les opérations complexes en haute mer. Ainsi naît la conception de navires amiraux d'escadre océanique à l'impressionnante puissance de feu, les fameux Kirov. Mis sur cale en mars 1973 et livré en septembre 1980. Le Kirov fait rapidement sensation. C'est alors le plus grand bâtiment de combat, si on excepte les porte-avions, construit depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a pour but de lancer en salve quasi simultanée une nuée de missiles pour matraquer une task force ennemie. En effet, il possède une vingtaine de missiles P-700 Granit d'une portée de 625 km, capables de détruire n'importe quel destroyer et d'endommager gravement des porte-avions, mais aussi des dizaines de missiles anti-aériens. Le dispositif anti-sous-marin, lui, n'est d'ailleurs pas oublié, avec 4 conteneurs verticaux quadruples, 2 à l'avant et 2 à l'arrière, pour un total de 128 missiles SAN-9. A tout cela s'ajoutent des tubes lance-torpilles, des artilleries de 100 ou 130 mm selon les navires, et des affûts lance-roquettes anti-sous-marins, 3 hélicoptères et leur hangar, des systèmes d'autoprotection rapprochés avec un déplacement hors norme de 28 000 tonnes en ordre de combat.
ce qui explique que les soviétiques étudient très tôt la faisabilité d'une propulsion nucléaire. Alors que les Russes le désignent comme un croiseur lourd lance-missile à propulsion nucléaire, les États-Unis le considèrent comme un croiseur de bataille et décident de leur côté de moderniser et de remettre en service sans tarder le cuirassé USS Iowa pour apporter une réponse sinon tactique ou technologique, du moins médiatique. Le RSS lance la production de 5 exemplaires, 3 seront conditionnés avant l'effondrement du pays, puis un 4e en 98 alors que le 5e et dernier croiseur est annulé dès 1990 avant même sa mise en cale. Ainsi, durant la seconde partie des années 80, les efforts budgétaires de la marine sont principalement axés sur des programmes de sous-marins nucléaires d'attaque ou stratégiques qui conservent une priorité absolue, mais aussi, et enfin vous allez me dire, sur de futurs porte-avions. La classe Kiev montre aussi d'indéniables limitations techniques et tactiques, et les soviétiques cherchent à développer des porte-avions ayant peu ou prou d'ailleurs les mêmes capacités que celles des carrières américains. Alors que les Kiev n'emportent que des Yak-38, des avions à décollage vertical d'attaque, censés pouvoir s'en prendre aux porte-avions, il est prévu que la prochaine classe embarque des chasseurs et de doter les escadres de haute mer russes d'une véritable couverture aérienne. Dans la réflexion stratégique soviétique, le rôle de cette nouvelle classe est donc différente, plus polyvalente. Pour autant, les Russes ne cherchent pas à copier la doctrine américaine de A à Z. Preuve en est la dénomination de cette future classe de croiseurs lourds porte-avions. Enfin bon, ça c'est en grande partie parce que les lois internationales interdisent aux porte-avions, mais pas aux croiseurs, de passer les détroits turcs. Sa dotation est toujours aussi importante en missiles, 12 P-700 Granit anti-surface et 192 missiles anti-sous-marins. Lancé vraisemblablement à partir de 1976, le développement de cette nouvelle classe appelée le Kuznetsov, dont j'ai fait une vidéo dessus et je vous renvoie avec le petit i si vous voulez plus de détails. Ça ne sera pas une sinécure pour les ingénieurs, devant résoudre de très nombreux problèmes. La coque tout d'abord est dérivée de celle du Kiev, mais doit être agrandie pour 2 raisons principales. Il faut non seulement que les futurs bâtiments puissent emporter beaucoup plus d'appareils, mais aussi que ces derniers puissent utiliser non plus une, mais 2 pistes. La première dans l'axe du porte-avions pour les décollages, et la seconde oblique pour les appontages, sur le modèle de ce qui se pratique sur les bâtiments américains. Cela a pour conséquence d'accroître notablement la taille du bâtiment, qui devient ainsi le plus grand de l'histoire de la marine soviétique, avec 305 mètres de long pour 73 mètres de large, et 58 000 tonnes en ordre de combat. Il faudra alors redimensionner la cale de construction du chantier naval, tandis que la conception des ascenseurs à avion prendra plusieurs années. Cependant, au final, la classe ne pourra embarquer qu'une trentaine d'appareils, à voilure fixe et une vingtaine d'hélicoptères, soit un groupe aérien moitié moins puissant que celui d'un porte-avions américain. Surtout se pose la question sensible de la configuration du pont d'envol, car posséder 2 pistes ne suffit pas, il faut les équiper de façon adéquate. Or, la technologie des catapultes à vapeur est si complexe que les soviétiques décident de s'en passer, en dessinant un tremplin au bout d'un pont axial. Cette solution, appelée STO-bar, par les occidentaux qui la différencient ainsi du système Cato-bar en vigueur dans l'US Navy et quelques autres flottes de l'OTAN, est alors une première mondiale. Mais elle s'avère en réalité un aveu de faiblesse, car elle limite les appareils utilisables aux seuls VSTOL, c'est-à-dire aux avions à décollage court et atterrisseurs verticaux. Or, afin de pouvoir décoller de la rampe inclinée sans catapulte, ces derniers doivent également être légers et donc emporter moins de munitions ou de carburant que leurs homologues américains. Les Russes possèdent déjà les Yak-38, en effet bien moins performants que les chasseurs bombardiers embarqués de l'US Navy. Ils décident dès 1975 de concevoir un nouveau modèle, le Yak-41. Son développement va devenir un véritable serpent de mer complexe, très onéreux, à tel point que l'appareil ne dépassera jamais le stade de prototype, malgré des essais débutés en 1989. Ainsi, les soviétiques lancent en parallèle, en 1978, la conception d'un chasseur embarqué plus lourd, le Sukhoi 33, lui-même dérivé du très prometteur Sukhoi 27, en cours de développement. Le Sukhoi 33 abandonne les réacteurs à poussée verticale pour une propulsion conventionnelle, avec des lignes spécialement étudiées pour des décollages sans catapulte et via une rampe inclinée. Révolutionnaire par bien des égards et plus maniable que la plupart des homologues de l'époque, le Sukhoi 33 n'a effectué toutefois son premier vol d'essai qu'en 1987 et ne sera pas réellement opérationnel en unité qu'à partir de 1998. Malgré la haute priorité accordée aux porte-avions de la classe Kuznetsov, l'URSS, alors au bord de l'implosion politique et économique, n'a le temps d'en commissionner qu'un seul exemplaire. La tête de série entre en service en 1990, mais ne recevra ses appareils qu'en 1993. Bien que très avancée, la construction de son sister ship baptisé Varkar, lancé en 1988, ne sera jamais achevée. Le bâtiment sera finalement vendu en 1998 à la Chine
qui en fera son premier porte-avions, le Liaoning en 2012. Néanmoins, à la fin des années 1990, Moscou n'a pas encore dit son dernier mot en matière de porte-avions. En effet, depuis 1975, les soviétiques réfléchissent à une classe de grands porte-avions à propulsion nucléaire. En 1978, un premier projet de 65 000 tonnes et 52 appareils embarqués, dénommé Orel, a été abandonné car trop cher. Mais la pression américaine est bien trop forte pour que le Kremlin n'en revienne à ce concept. Au cours de la décennie suivante, le concept est revu et amélioré, qui, début des années 1990, accouche d'un géant. 85 000 tonnes, soit plus que les Forrestal, mais moins que les Nimitz, avec 68 appareils, dont 44 Sukhoi 33. Baptisé Ulyanovsk, cette classe est une copie des supercarriers américains, avec une configuration catobar, catapulte à vapeur, ascenseurs latéraux, piste oblique et un îlot bien plus petit que celui du Kuznetsov. La révolution, c'est la propulsion qui fait appel à 4 réacteurs nucléaires, soit le double de ce que comporte le Kirov, à la durée de vie de 25 ans. Commandé en 1986, le premier exemplaire est mis sur cale en 1988. Mais il est achevé à 20% lorsque le programme est finalement abandonné en janvier 1991 et envoyé à la casse. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner parce que vous êtes nombreux à voir les vidéos mais pas à vous abonner, c'est pas bien, abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.